Parfait. Alors, bonjour Natalina, bonjour à tous. Euh, Natalina, est-ce que tu es d'accord pour recevoir l'évaluation de la conférence? Pas de problème, oui. Parfait. Donc, je démarre l'enregistrement. J'aimerais commencer par reconnaître que Montréal est situé en territoire autochtone, lequel n'a jamais été cédé. Je reconnais la nation Kanien'kehá:ka comme gardienne des terres et des eaux d'où je vous accueille aujourd'hui. Tiohtià:ke, aujourd'hui appelé Montréal, est historiquement connu comme un lieu de rassemblement pour de nombreuses Premières Nations. Aujourd'hui, une population autochtone diversifiée ainsi que d'autres peuples y résident. C'est dans le respect des liens avec le passé, le présent et l'avenir que je reconnais les relations continues entre les peuples autochtones et les autres personnes de la communauté montréalaise. Je vous souhaite donc la bienvenue à cette conférence CRÉ INLB de la saison 2024-25 organisée par l'Institut Nazareth et Louis Braille. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Natalina Martiniello. Avant de présenter la conférence, donc quelques consignes. Je vous invite à écrire vos questions au fur et à mesure dans le question-réponse de Zoom. Je les poserai ensuite à la conférencière de votre part durant la période de questions qui est prévue à la fin de la présentation. Demain, vous allez recevoir un lien vers un questionnaire d'évaluation de la conférence. Il sera aussi déposé dans le chat avant la fin de la conférence, donc merci à l'avance d'y répondre rapidement et en grand nombre pour nous aider à améliorer nos conférences. Conformément aux autorisations qui ont été données par la conférencière, la présentation PowerPoint sera rendue disponible en format PDF et e-texte et l'enregistrement de la conférence sera également disponible. Vous trouverez les liens dans la page web des conférences midi de l'INLB sur l'extranet. J'ai donc maintenant le plaisir d'accueillir Nathalie Martiniello qui va prononcer une conférence intitulée Perspectives sur l'accessibilité des conférences pour les cliniciens, chercheurs et étudiants aveugles et avec basse vision, une étude internationale. Natalina est professeure adjointe à l'École d'optométrie de l'Université de Montréal. Elle est thérapeute certifiée en réadaptation visuelle, présidente de la recherche pour l'International Council on English Braille, experte en la matière pour l'Academy for the Certification of Vision Rehabilitation and Educational Professionals et a présidé Literacy Braille Canada. Mon Dieu, je sors mon anglais ce midi pour toi, Nathalie. Ces recherches portent sur le braille, l'accessibilité et l'inclusion sociale pour les personnes aveugles ou avec une basse vision. En tant que chercheuse aveugle, l'un des aspects centraux de sa recherche est l'intégration du point de vue des utilisateurs dans la recherche sur la déficience visuelle. La parole est maintenant à toi, Nathalie. Bonne conférence. Merci Chloé, merci tout le monde. Bonjour et merci d'être présente aujourd'hui. Donc, comme mentionné, l'objectif de cette présentation est vraiment de partager quelques résultats préliminaires d'une étude internationale euh, pour explorer les expériences des personnes avec une déficience visuelle qui assistent à une conférence ou même une réunion scientifique et aussi de souligner quelques prochaines étapes pour la pratique, la politique et la recherche pour améliorer l'accessibilité, l'inclusion pour les chercheurs avec une déficience visuelle. Donc, pour mettre tout le monde un peu en contexte aujourd'hui, j'aimerais commencer avec une petite anecdote ou histoire. Il y a quelques années, je suis entrée dans une université où j'ai été invitée pour donner une présentation et je me suis arrêtée pour prendre le bol d'eau de mon chien guide. Et après quelques secondes, j'ai entendu un petit bruit et en mettant les mains dans le bol, j'ai réalisé que quelqu'un a mis quelques pièces ou de monnaie dans le bol. Donc, surpris, j'ai commencé à réfléchir dans ce moment et je me trouvais à ce moment dans un établissement postsecondaire où je
peux être une professeure et, euh, et c'était intéressant que dans ce moment-là, j'étais associée à une, une stéréotype lié avec la cécité. Et j'ai réfléchi si cette personne était une professeure, d'un étudiant avec une déficience visuelle ou une future collègue ou employeur, peut-être un décideur politique, peut-être un parent d'un futur enfant avec une déficience visuelle, ou même une personne qui peuvent avoir une déficience visuelle à l'avenir. Donc, je partage cette histoire pour dire que la manière dont nous percevons la déficience visuelle est souvent bien plus handicapante que la déficience visuelle elle-même. Et bien que cette personne, j'imagine, était bien intentionnée, c'est clair que la façon dont nous percevons la déficience visuelle ou même l'handicap plus en général a des répercussions importantes sur nos décisions et nos politiques aussi. Je trouve intéressant que le mot handicap vient d'une époque où on a l'image de la mendiante aveugle, par exemple. J'ai une image sur le diapo. Chapeau à la main, cap in hand, donc handicap, pour demander pour l'argent. Et aujourd'hui, les personnes aveugles redéfinissent cette image chaque jour. Tout à fait, j'ai demandé à des personnes aveugles que je connais leur définition de le mot aveugle. Et ici, je montre quelques exemples très différents de l'image d'une mendiante aveugle. Des mots comme euh, dignité, indépendance, perte de la vue par la vision. Donc, la question pour tout le monde aujourd'hui, c'est comment nos perceptions de la déficience visuelle peuvent influencer nos décisions, notre travail et comment est-ce qu'on peut travailler ensemble pour améliorer la situation pour nos collègues avec une déficience visuelle. Donc, c'est quoi le problème? C'est clair que les personnes en situation de handicap ont un taux de chômage très élevé dans tous les secteurs, mais c'est particulièrement vrai pour les personnes avec une déficience visuelle. Dans le chômage, le taux de chômage euh, 4, reste à 90, environ 90% dans la plupart des pays du Nord. C'est même plus un problème dans l'écosystème des sciences, de la santé, même de la réadaptation, la recherche. Des domaines qui sont traditionnellement euh, très visuels. On utilise beaucoup les images, les figures, les autres choses plus visuelles pour partager la recherche et l'information. Et tout comme les autres collègues, les experts avec une déficience visuelle apportent une expérience générale en matière de la recherche. Cependant, il y a aussi également une connaissance unique qui peuvent améliorer ou combler, aborder les lacunes pertinentes. Par exemple, on sait qu'avec la recherche, on a plusieurs technologies d'assistance dans la recherche qui sont euh, pas vraiment utilisées ou beaucoup abandonnées après la recherche. Et les experts avec une déficience visuelle et d'autres situations de handicap ont vraiment souligné dans la recherche que des fois, c'est parce que ces technologies sont basées sur les idées fausses concernant les priorités de la communauté.
Les obstacles rencontrés par les personnes avec une déficience visuelle sont liés avec l'accessibilité, donc accès à l'information, mais aussi l'inclusion. Ça veut dire la tendance de penser, de définir les personnes avec une déficience visuelle comme des patientes et pas comme les collègues ou les experts. Même avec ces obstacles, nous avons plusieurs nombreux exemples positifs des changements, montrant que la majorité des obstacles peuvent être surmontés avec les changements politiques ou en pratique. Donc, trois exemples ici. Premièrement, l'importance de l'éducation postsecondaire. C'est clair que c'est important pour tout le monde, mais même plus pour les personnes avec une déficience visuelle. On a des projets la recherche qui montre que les adultes avec une déficience visuelle sont 2 fois plus, plus de chances d'être employés s'ils ont des études postsecondaires. Deuxièmement, on a des lignes directives internationales en accessibilité pour les sites web. Et lorsqu'ils sont utilisés, c'est clair qu'on a plus d'informations, accès à l'information, pas seulement pour les personnes avec une déficience visuelle, mais même pour les autres utilisateurs qui utilisent d'autres technologies d'assistance et d'autres groupes aussi surreprésentés. Enfin, plusieurs organismes de financement ont reconnu récemment l'importance d'intégrer l'handicap dans leur stratégie d'équité et d'inclusion. Par exemple, les IRSC ont mis en place un plan d'action contre le capacitisme systémique auquel j'ai eu l'honneur de co-développer avec les autres, qui offre plusieurs stratégies concrètes et vous pouvez les trouver en lien. Donc, c'est clair que pour les chercheurs, la participation à des conférences est un aspect important pour le développement des carrières. Donc, l'objectif de cette étude ici, c'était vraiment de commencer à explorer les expériences des personnes aveugles avec basse vision ou sordes aveugles. Durant les conférences et les réunions scientifiques, on a mené une enquête internationale durant l'année 2024 en anglais et en français. Et juste pour donner un peu de contexte, il y a quelques années que j'ai rencontré un autre chercheur qui s'appelle Bonnie Sweener. Elle a une basse vision aussi. Et ensemble, nous avons co-développé INNOVA, International Network of Researchers with Visual Impairments and Their Allies. C'est très long comme nom, mais ensemble, nous avons invité d'autres chercheurs avec et sans une déficience visuelle pour collaborer sur des projets de recherche pour améliorer l'accessibilité et l'inclusion pour les personnes avec une déficience visuelle et pour co-développer des solutions pour les obstacles rencontrés. Et cette étude ici, c'est juste une partie de ces collaborations plus grandes où on explore les obstacles et les solutions tout au long de le cycle de la recherche. Parfait. Donc, je vais donner une description des participants qui ont complété le sondage avant de souligner quelques grands points dans les résultats. Au total, 90 participants ont répondu à l'enquête, 62% femmes, 37% hommes et environ 1% préféraient
de ne pas répondre. La majorité des participants, environ 78%, étaient du Amérique du Nord, mais on a aussi 8 autres pays représentés. Les participants étaient âgés de 18 jusqu'à 74 ans, mais la majorité était âgée entre 35 et 55 ans, donc déjà des professionnels dans différentes carrières liées avec la recherche et les sciences. Parfait. La majorité, 63, des participants identifiés comme aveugles, 29% comme malvoyantes ou avec une basse vision, environ 8% comme sourdes aveugles ou avec une double déficience sensorielle. L'âge de diagnostic de déficience visuelle variait entre la naissance et l'âge de 64 ans, mais plus de 70% étaient diagnostiqués entre la naissance et l'âge de 18 ans, donc comme enfant ou adolescente. Au total, 39% des participants ont des autres handicaps supplémentaires. 13 participants ont une déficience auditive. Donc, ça, c'était le plus fréquent autre handicap. Donc, c'est 39%, c'est un grand nombre si on pense de les participants en général avec une déficience additionnelle. Maintenant, tous les participants avaient assisté à une conférence ou une réunion scientifique au cours des 10 dernières années. Mais pour mieux comprendre le niveau de vision pour les participants, les méthodes les plus utilisées pour accéder à l'information durant les conférences étaient les logiciels de lecture d'écran, environ 63 participants, le braille ou les graphiques tactiles, environ 37 participants, et aussi l'agrandissement pour environ 25 participants. C'est clair que les participants utilisent plus qu'une méthode. Ça dépend de la tâche. Il y avait aussi 17 participants qui n'utilisent pas un autre format, un format alternatif pour accéder à l'information aux conférences. Donc, on a les personnes avec des déficiences invisibles. Pour la navigation, la plupart des participants utilisent une canne blanche, mais on a aussi un grand nombre de personnes qui utilisent les applications et même 26% des participants qui utilisent un chien guide. Je montre d'autres méthodes de navigation sur l'écran. Et aussi, on a 2% qui n'utilisent pas des méthodes pour naviguer durant une conférence. Encore une fois, des personnes avec des déficiences invisibles. Maintenant, il y avait 4 groupes principaux des participants de taille, je peux dire, similaire. Donc, 25% étudiants, 28% professeurs ou chercheurs, 22% cliniciens et aussi 26% autres personnes, par exemple des décideurs politiques ou des membres de la communauté. Les participants représentent également une variété des domaines académiques, mais l'éducation et les sciences sociales étaient les domaines les plus courantes.
on a seulement 18% environ des participants dans les domaines de STEM, ça veut dire sciences, technologie, ingénierie, mathématiques. Et ça, c'est une bonne représentation de la population en général, des personnes avec une déficience visuelle, les domaines représentés. Donc, pour partager quelques résultats, les grands points, nous allons suivre comme les différentes étapes de participer à une conférence. Ça veut dire accéder à l'information avant une conférence, accéder l'espace et l'information durant une conférence et même les expériences après une conférence. On a plusieurs résultats. Je vais juste souligner quelques points aujourd'hui. La majorité des participants ont souligné qu'il y avait rencontré des obstacles pour accéder aux informations sur une conférence, ça veut dire avant une conférence, durant le processus de soumission ou d'inscription. Cela concerne à la fois les sites web d'une conférence, mais même les annonces sur les médias sociaux pour savoir plus concernant une conférence. En particulier, seulement 6 participants, environ 7%, ont indiqué de n'avoir aucun problème à naviguer sur un site web d'une conférence. Donc, il s'agit d'un pourcentage très faible. Les obstacles sur les sites web rencontrés, on a quelques exemples sur les diapos, mais par exemple, des boutons qui sont difficiles de activer avec un lecteur d'écran, donc ne sont pas accessibles. Informations présentées dans un ordre illogique, donc difficile à localiser ou trouver des informations spécifiques. Mauvaise police des caractères pour les personnes malvoyantes, donc difficiles à lire ou des problèmes avec la contraste. Et les images et les vidéos sans description écrite ou sans texte alternatif. Donc, les images et les vidéos très visuelles. Pour les 66 participants qui utilisent les médias sociaux, seulement 12 ont indiqué de n'avoir aucun problème d'accéder à l'information sur les médias sociaux. Les problèmes sont souvent liés avec, encore une fois, les mimes ou les images qui communiquent des informations très importantes avant une conférence, donc sans description écrite, et même des liens partagés sur les médias sociaux, les liens partagés pour des sites web, conférences qui ne sont pas accessibles. Peut-être ces résultats ici semblent évidents, mais c'est important de souligner parce qu'on parle ici de le point d'entrée. Donc, surtout pour les étudiants ou même les chercheurs au début de carrière, ils peuvent être découragés d'aller plus loin. Et ça souligne aussi des questions concernant les perspectives représentées dans ces espaces, dans ces réunions. Simplement, on fonctionne on peut dire des personnes que nous incluons ou excluons lors de la phase de la planification. Donc, si nous explorons le processus d'inscription, en particulier, les participants ont été invités à lire des différentes phrases et de répondre utilisant une échelle de Likert, 1 jusqu'à 5. Donc, 1, ça veut dire
jamais, 3 parfois et 5 presque toujours. Donc, si on regarde la phrase, la procédure, le processus d'inscription était accessible, le moyen était 3,57. Ça veut dire pour la plupart des participants seulement parfois. C'est seulement le cas parfois. La majorité des participants, environ 56%, ont indiqué qu'ils n'ont jamais été demandés s'il y avait des besoins liés avec l'accessibilité durant le processus de inscription. Lorsque nous avons posé c'est quoi les accommodements ou les demandes d'accessibilité les plus euh, demandées, je montre quelques exemples ici. Donc, des documents durant une conférence dans un format accessible, orientation du lieu de conférence à l'avance pour aider avec la navigation, description des vidéos ou des images accessibles et avoir une assistante voyante pour aider avec les déplacements durant une conférence. On va parler des autres recommandations plus tard, mais ça, c'est quelques recommandations données par les participants. Maintenant, pour les participants qui ont décidé de assister à une conférence, c'est quoi les obstacles et les facilitateurs? Je vais souligner juste quelques exemples pour les conférences en présentiel pour souligner quelques points. On a demandé les participants s'il y avait des coûts supplémentaires pour se rendre à une conférence, donc pour le voyage, pour aller à une conférence en personne, en présentiel, en raison de leur déficience visuelle. Donc, s'il y a un coût supplémentaire. Un grand nombre, environ 55 participants, environ 61%, ont indiqué qu'il y a des coûts supplémentaires, soit parce qu'il y a un besoin pour un transport alternatif ou accessible, ou soit parce qu'il y a un besoin d'avoir une assistante voyante euh, pour voyager pour une conférence en présentiel. Malgré ces coûts supplémentaires, je trouve aussi intéressante à noter que une majorité, environ 67% de ces participants ne demandant pas de financement supplémentaire à leur employeur ou leur superviseur pour aider avec ces frais supplémentaires. C'est pas une surprise, en particulier pour les étudiants ou les chercheurs au début de carrière qui n'ont pas encore une poste permanente, par exemple, mais également parce que souvent les subventions financières euh, n'ont pas euh, des, des fonds supplémentaires pour aider les chercheurs avec les besoins d'accessibilité au-delà du budget pour la recherche en général. Les réponses qualitatives fournissent aussi d'autres détails concernant les autres expériences liées avec les voyages ou la navigation durant une conférence. Par exemple, les utilisateurs de chiens guides soulignent que souvent c'est difficile de trouver une place pour, euh, euh, pour leur chien guide à l'extérieur d'une conférence ou même le stress lié avec les taxis, les autres Uber par exemple, qui des fois
refuse les personnes avec des chiens d'assistance, même si c'est pas légal, c'est un stress additionnel à considérer. Une fois sur place, les participants ont mentionné d'autres obstacles et facilitateurs aussi. Près de 75% des participants ont indiqué qu'ils n'étaient jamais ou rarement en mesure de localiser euh, les exhibiteurs ou les exposants euh, durant une conférence. Il était important aussi de noter que 21, donc 21 participants ont déclaré qu'ils ont décidé simplement de ne pas rendre dans, par exemple, des espaces, dans des sessions d'affiches, par exemple, en raison des obstacles d'accessibilité. Donc, quelques solutions que les participants ont soulignées pour aider durant une conférence. Par exemple, d'avoir le temps d'explorer le lieu de conférence, d'avoir accès à des bénévoles voyantes, des applications pour aider avec la navigation euh, antérieure dans l'espace, des cartes en braille ou tactiles, et aussi d'avoir une organisation logique dans l'espace, par exemple, pour plus facilement naviguer entre les affiches. Maintenant, on parle euh, ici d'accéder l'information durant une, euh, une conférence. Seulement 25% des participants ont indiqué que les organisateurs fournissaient les documents d'une conférence à l'avance. Et ça, c'est un bel exemple d'un facilitateur pour améliorer l'accessibilité parce que si on voit les documents à l'avance dans un format électronique accessible, les personnes peuvent utiliser leur logiciel adapté pour accéder à l'information durant une conférence. Parmi ceux qui ont demandé pour les documents dans un format électronique accessible avant une conférence, seulement 27% ont indiqué qu'ils ont reçu ces documents. Près de la moitié, environ 48%, ont indiqué qu'ils ont ils n'ont pas accès, pas du tout, à l'information durant une conférence. Maintenant, 44 des 90 participants avaient assisté à une conférence avec une session d'affiches. 13 de ces 44 participants ont choisi de ne pas assister à les séances d'affiches à cause des obstacles liés avec l'accessibilité. Donc, si on regarde des expériences liées avec les affiches en particulier, pour améliorer l'accessibilité des sessions d'affiches, les participants ont donné quelques stratégies, quelques suggestions. Par exemple, d'avoir les affiches dans un format accessible. Donc, ça veut dire électronique accessible pour tout le monde, pour accéder à l'information. Des personnes voyantes pour aider avec la navigation. Des affiches avec moins de texte. Je pense que c'est peut-être même accessible pour tout le monde.
et des polices de texte plus grands avec une bonne contraste et la possibilité de prendre des photos des affiches durant la session. Comme ça, les participants peuvent utiliser leur logiciel sur les téléphones intelligents pour agrandir le texte, par exemple. Maintenant, pour les participants qui donnent des présentations durant une conférence, c'est quoi les expériences? 31 des 90 participants ont indiqué qu'ils ont déjà fait une présentation lors d'une conférence, une réunion. Sur le diapo, je partage différentes phrases ou questions que nous avons demandées les participants, juste quelques exemples. Je vais souligner quelques points ici. Donc, 55% des participants ont déclaré que l'information relative à la submission, donc pour soumettre un abstrait pour une présentation, sont accessibles la plupart du temps. De même, un peu plus de la moitié, donc environ 58%, ont indiqué que l'information envoyée aux présentateurs avant une conférence concernant leur présentation était accessible euh, la plupart du temps. Il semble comme une bonne statistique, mais c'est important de souligner aussi, c'est que c'est seulement la moitié des cas. Donc là, lorsque la conférence débute, c'est quoi quelques expériences liées à donner une présentation avec une science visuelle? 61% des participants ont indiqué qu'ils n'étaient jamais ou rarement en mesure de localiser leur salle de présentation et d'installer leur équipement en avant d'une présentation. De même, un peu plus de la moitié d'entre des participants, donc environ 55%, ont indiqué qu'ils ne peuvent jamais ou très rarement localiser leur session d'affiche. Donc, encore, c'est lié avec la navigation, des choses que on peut certainement changer avec les recommandations. Les obstacles sont souvent liés avec les affiches, euh, les présentations des affiches, surtout avec la communication avec les autres. Donc, 33% des participants ont indiqué qu'ils n'étaient jamais ou rarement en mesure de savoir s'il y avait quelqu'un devant leur affiche. Donc, pour lancer ou commencer une conversation. Donc, on peut penser quand même comme clinicien. Ici, avec l'éducation publique, on peut donner des recommandations à tout le monde de juste identifier vous-même quand vous êtes devant une affiche pour communiquer avec la personne. Certainement, il y a plusieurs d'autres expériences à souligner. J'ai montré quelques exemples aujourd'hui, mais j'aimerais maintenant parler de quelques recommandations comme une prochaine étape. Donc, on a fait une autre étude pour co-développer des recommandations basées sur des discussions qu'on a eues avec les chercheurs avec une déficience visuelle concernant les obstacles et les facilitateurs liés avec les conférences. Cette
boîte à outils que nous avons développé était développé avant le sondage que j'ai juste présenté. Mais vous pouvez voir que plusieurs des recommandations sont liées avec les résultats que j'ai partagés. Donc maintenant, nous sommes en train de co-développer une nouvelle version pour intégrer même d'autres recommandations pour être certain que les différentes perspectives liées avec cette étude ici sont intégrées dans les recommandations. Vous pouvez trouver cette guide ou boîte à outils en ligne. J'ai donné le lien ici sur le diapo. C'est disponible dans plusieurs différentes langues, le français et l'anglais aussi. Et le boîte d'outils consiste des recommandations pour les organisateurs et même les présentateurs des conférences. Et on peut utiliser la plupart, vraiment toutes les recommandations pour les autres événements aussi, les autres événements scientifiques. Je vais souligner juste quelques points ici, et c'est pour dire que même comme clinicien en réadaptation visuelle, souvent on va penser c'est quoi les compétences importantes de assurer que nos clients sont préparés pour les études postsecondaires, pour l'emploi. Et ces questions sont importantes, mais on peut voir que pour avoir un changement plus systémique, on doit aussi penser des recommandations plus larges pour euh, aborder les obstacles dans l'environnement externe. Donc, on va parler des quelques recommandations pour les organisateurs. Comme j'ai mentionné, vous pouvez trouver d'autres dans le guide, mais certainement, c'est important de inclure les personnes avec une expérience vécue euh, dans la planification. C'est clair, mais c'est une bonne façon d'assurer que nous avons pensé de l'accessibilité et l'inclusion durant la planification, mais même parce que les personnes avec une expérience vécue, les personnes en situation de handicap apportent d'autres compétences aussi, comme les autres collègues. Ensuite, c'est important de penser de l'accessibilité de lieu d'une conférence. Je vais donner quelques exemples comme recommandation des salles de réunion proches l'une de l'autre pour aider avec la navigation, la signalisation en braille et en gros caractères, des indicateurs tactiles avant et avec bon contraste aussi avant les escaliers. Une description écrite pour trouver des zones clés, on peut dire, pour une conférence, par exemple, la table d'inscription, devrait être donnée dans le programme à tous les participants avant une conférence. C'est très utile pour tout le monde, mais surtout pour les personnes avec une déficience visuelle. Assurer que tous les documents, le programme, les annonces, l'inscription, les formulaires d'inscription soient accessibles pour minimiser le besoin de changer les documents après. Et aussi, c'est important de poser des questions concernant les besoins d'accessibilité dans le formulaire d'inscription, mais même après un événement pour améliorer les conférences du futur, de l'avenir. Aussi, si on pense de l'accessibilité et l'inclusion proactive, on peut donner des recommandations pour avoir des présentations accessibles, des présentations et des affiches accessibles dans les directives pour les présentateurs, pour tout le monde.
on a plusieurs différentes recommandations de base pour améliorer l'accessibilité des présentations et des affiches qu'on peut communiquer avec tout le monde dès le niveau de submission avant une conférence. Nathalina, c'est Chloé. Il nous Oui, reste simplement 5 minutes et il y a déjà des parfait. questions. Fait que je te Ça- laisse terminer. Excellent. C'est un bon moment parce que ça, c'est le dernier diapo. Donc, juste quelques recommandations pour les présentateurs. Je ne vais pas lire tous les exemples, c'est dans le boîte à outils, mais un point à souligner, c'est juste comme présentateur, vous pouvez même demander, est-ce qu'il y a des directives concernant l'accessibilité? Comment est-ce que je peux assurer que ma présentation soit accessible? C'est une bonne façon de souligner que l'accessibilité est importante pour toi, même si vous n'avez pas une science visuelle. Lors d'une présentation, vous pouvez penser comment assurer que vos images importantes sont accessibles à tout le monde. Donc, dans le boîte à outils, on a quelques recommandations comment vous pouvez décrire ou expliquer quelques images complexes, quelques images scientifiques complexes et comment ajouter texte alternatif. Ça veut dire un texte écrit euh, avec votre image dans les diapos. Comme ça, les personnes qui utilisent un lecteur d'écran peuvent accéder à votre description écrite quand il y a des images. Vous pouvez ajouter un code QR euh, pour votre affiche pour trouver une version électronique accessible aussi. Ça, c'est notre euh, recommandation qui répondent aux expériences mentionnées dans le sondage. Donc, je vais arrêter ici parce que je sais qu'il y a des questions. C'est un Mm. grand sujet. Juste pour souligner, ça, c'est un début. Et je suis contente de répondre à des questions, de parler en plus de détails à l'avenir. Donc, merci tout le monde. Merci beaucoup, Nathalie. Première question qui nous vient d'une collègue Jessica Harvey qui demande, pourrais-tu définir le capacitisme? Ah, c'est une bonne question. Le capacitisme systémique, en anglais, on dit systemic ableism. Donc, on parle souvent des autres formes de discrimination, par exemple sexisme et des choses pour le genre, différents groupes ethniques. Donc, le capacitisme systémique, ça veut dire quand les politiques, euh, les, euh, les décisions euh, sont basées peut-être sur les idées fausses concernant les personnes en situation de handicap. Et souvent, c'est inconscient, hein? Donc, ça veut dire, si on ne pense pas qu'il y a des personnes avec une déficience visuelle dans des espaces scientifiques, on va pas penser de l'accessibilité ou de l'inclusion de ces personnes durant la phase de planification. Donc, ça, c'est un bon exemple. On pense souvent dans les sciences des personnes avec une déficience visuelle comme des patientes plutôt comme des experts. Donc, ça, c'est une brève définition. Merci. Il y a Claudine Auger qui avait un commentaire et une question, en fait deux questions. Quels sont, en lien avec les technologies utilisées par les conférences, quels sont les éléments que les organisateurs doivent mettre en place pour permettre leur utilisation? C'est des logiciels de lecture d'écran. Est-ce qu'on devrait avoir accès à un matériel, à l'avance? Ah oui, donc la chose très importante, hein, parce que on peut pas parler en général de tous les besoins, mais la chose importante, c'est de assurer que l'information, les documents, les communications soient accessibles. Parce que si on a cette approche proactive, les participants, les présentateurs peuvent utiliser leur logiciel, soit sur un téléphone intelligent, soit sur l'ordinateur, pour accéder à l'information. Donc, c'est vraiment à ce point qu'on doit penser de l'accessibilité, mais durant une conférence, certainement,
on peut parler des autres choses qu'on peut faire, d'avoir, par exemple, des programmes dans un format accessible comme en braille, tout ça. Mais ça, c'est la raison pourquoi c'est important de demander de l'accessibilité dans le formulaire d'inscription. Merci. Donc, se préparer à l'avance en posant des Ouais. questions, comme tu le disais, permet de se préparer. Claudine a dû quitter, mais elle avait aussi, elle te remerciait pour l'excellente présentation et elle demandait si dans la boîte à outils qu'on donne aux organisateurs, il y a une liste de recommandations à faire aux présentateurs pour qu'en amont, les présentateurs soient sensibilisés. Oui, il y a des recommandations pour les présentateurs aussi. Et à l'avenir, on va faire une mise à jour de boîte à outils. Il y a déjà beaucoup de recommandations, mais on va avoir d'autres basées sur cette étude ici. Ah, génial. Merci. Puis on va pouvoir l'utiliser pour le symposium INLB qui aura lieu en février l'année prochaine. Donc, on est très heureux de pouvoir l'utiliser. Je vous invite, participants, on va terminer ici. Il est 13 heures, mais merci beaucoup d'avoir assisté. Merci infiniment, Nathalie, d'avoir présenté. Merci. Je vous invite à remplir le sondage. Le lien a été mis dans la conversation. Et vous avez aussi sur l'extranet toute l'information sur nos prochaines conférences midi. Et on y retrouvera ta présentation, Nathalie. À la fois en format PDF, e-texte, mais aussi le lien vidéo. Donc, merci à tous et à toutes d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. Merci. Bonne journée.